Morning. Thank you so much for coming to this briefing on Ebola in the Democratic Republic of the Congo and lessons to be learned from that outbreak. The event is hosted by the Humanitarian Policy Group at ODI, and I'm a reporter at Nature, and I'll just be moderating it. I'm not involved with the report, but I'm really interested in it. L'une des auteurs du rapport, mais je m'y intéresse. Donc, cette discussion se porte sur l'épidémie en RDC qui a commencé le 1er août 2018. En tout cas, c'était l'annonce officielle de cela. Le gouvernement de la RDC et les organismes internationaux et surtout les personnes au nord de la RDC et les leaders politiques ont dû vivre cette épidémie pendant 22 mois. C'était la plus grande épidémie dans l'histoire du pays et deuxième épidémie la plus grande de Ebola. Et il y a eu plus de 2000 morts. Et c'était dans une pandémie dans une région qui a eu plus de 20 ans de conflits armés avec de multiples besoins humanitaires en cours et c'était un énorme défi et c'est ce que nous analysons aujourd'hui. Le mois dernier, la RDC a déclaré une autre éclosion d'Ebola dans la même région et je viens d'entendre que le dernier patient qui a été hospitalisé avec Ebola vient de sortir de l'hôpital. Donc, il y a une période d'observation de 40 jours. Mais il y a de bonnes chances qu'il y ait de nouvelles pandémies ou des éclosions d'autres maladies dans la région. Donc, il est important de s'appuyer sur l'expérience acquise. Donc, nous allons parler du leadership international, de la coordination et les différentes manières dont on peut communiquer avec les communautés pour que les communautés puissent prendre en main le contrôle de cela. Donc, nous allons discuter de thèmes du groupe d'initiatives politiques avec des recommandations sur les réponses à l'avenir. Alors, avant de commencer, quelques détails administratifs. J'aimerais que tous les participants prennent la parole. Vous pouvez partager vos réflexions dans le livre chat conversé. Et si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte questions-réponses, Q&A en anglais. Donc, si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à poster des choses. Nous allons partager les hashtags et les identifiants Twitter dans le chat et aussi des fonctionnalités, par exemple, pour avoir les sous-titres. Il y a une fonctionnalité pour ça. Et si vous ne parlez pas les deux langues, anglais et français, vous pouvez cliquer sur l'anglais ou le français au bas de l'écran. Il y a un petit globe et vous cliquez sur ça et sélectionnez la langue que vous voulez écouter. Nous sommes en train d'enregistrer cet événement et ce sera disponible sur la page de cet événement et vous pourrez réécouter cela sur le canal ODI. Donc, les présentations maintenant. Donc, d'abord, je vais présenter Diego Soria. C'est le coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC. Diego a 25 ans d'expérience à l'ONU dans les domaines du développement, de la coopération, la paix et la sécurité, l'assistance humanitaire et les droits de l'homme. Ses postes précédents sont représentants du PNUD dans l'Équateur, en Tunisie et ailleurs. Et nous avons également Antoine Mushuga Lusachiza. Antoine, c'est le chercheur principal et conseiller principal pour le développement social d'initiative chez Research Initiatives for Social Development, donc RISD. Donc, c'est un avocat, un chercheur avec une expertise dans la consolidation de la paix. Et il a travaillé sur plusieurs projets, par exemple l'initiative humanitaire, et il a travaillé avec l'Overseas Development Institute, donc y compris sur le rapport dont nous allons discuter aujourd'hui. Sur le panel, nous avons également Nick Crawford, c'est un chercheur principal avec le Humanitarian Policy Group et directeur de projet pour ce rapport. Il a plus de 25 ans d'expérience sur
avec les questions d'après-crise et de développement. Il a détenu plusieurs postes avec des organismes de l'ONU, par exemple le Programme alimentaire mondial et le Programme de développement de l'ONU. Et enfin, Kerry Holloway, qui est officier de recherche principale. Elle s'intéresse à l'interaction entre les organismes humanitaires et la politique et les décisions politiques concernant les réfugiés. Elle est auteure du rapport et elle va discuter de quelques conclusions clés de ce rapport. Donc, je vous donne la parole. Merci, Amy. Donc, comme Amy l'a mentionné, donc, la 10e pandémie d'Ebola, on a décidé de déclarer en août 2018 et a fini il y a seulement quelques mois. Donc, il y a eu donc un soutien de la part de l'OMS, contrôler une pandémie d'Ebola dans une zone avec une population aussi dense qui n'a pas eu d'expérience avec cette pandémie dans un contexte caractérisé par le conflit depuis de nombreuses années. C'était vraiment une réalisation importante. Donc, cette étude, c'était un examen indépendant de la coordination, le leadership et le soutien fourni pendant la réponse à Ebola. Donc, il y a eu une identification de nouvelles leçons et des recommandations qui ont été émises. Cette étude est donc basée sur un examen des documents existants et avec des entretiens. Alors, il y a eu donc beaucoup de méfiance parmi les différentes populations et le défi principal au début, c'était avoir accès à ces communautés et pour garantir la résistance. Il y a de la résistance de la part de la communauté à cette aide. Donc, il a fallu se renseigner sur la raison de cette résistance. Cette région n'avait pas connu Ebola avant et plusieurs personnes ont cru que c'était une maladie inventée. Euh, donc, malgré le fait que le modèle existant était mal adapté aux besoins de la région, plusieurs mois se sont écoulés avant qu'il y ait une nouvelle stratégie qui a été prise en compte. Donc, début 2019, les acteurs et partenaires internationaux avaient perdu confiance. Il y a eu donc un quatrième plan stratégique qui a demandé des efforts pour développer des synergies et une coordination entre les différents secteurs. Donc, il y a eu une coordination double qui a été donc co-présidée par l'OMS, entre autres, et le protocole pour répondre aux événements d'épidémie. Donc, malgré tout cela, la synergie entre la réponse médicale et la réponse médicale n'a jamais été réussie. Cependant, il y a eu une certaine coordination vers la fin, par exemple, participation avec communauté, mais d'autres domaines, par exemple, protection contre l'exploitation sexuelle et l'abus n'a jamais été réalisé. Et plusieurs personnes sont mortes de la rougeole pendant cette période. Donc, j'aimerais conclure en mettant en exergue quelques éléments que notre recherche recommande pour les réponses futures dans des milieux complexes tels que l'Est de la RDC. D'abord, les structures de leadership et de coordination doivent travailler ensemble dès le début. C'est aussi une leçon qui a été tirée de l'Afrique de l'Ouest il y a quelques années, mais ça n'a pas été appliqué dans cette réponse et la structure parallèle a mené à de la confusion et des inefficacités. Le leadership et la coordination devrait impliquer toutes les parties prenantes dans la région, y compris les équipes de pays de l'ONU et des autres forces de maintien de la paix et d'autres ONG qui sont sur le terrain. Donc, c'est l'expertise du système international et avec les ONG qui permettent au gouvernement de surmonter des épidémies dans un milieu aussi complexe. Donc, deuxièmement, il faut vraiment faire en sorte que la participation de la communauté soit une priorité dès le début pour comprendre
les besoins, les priorités de chaque communauté pour répondre aux besoins de chaque communauté. Donc, troisièmement, donc, dans un milieu de conflit où il y a des questions de souveraineté, il faut mieux gérer la réponse à Ebola parce que la réponse peut créer d'autres problèmes de sécurité et il faut également garantir la protection contre l'exploitation sexuelle et les abus. Donc, il faut avoir un tel mécanisme dès le départ. Et enfin, Ebola devrait rentrer dans le cadre d'une réponse générale pour lutter contre les autres maladies pour garantir la santé des populations. Alors, comme nous avons vu pendant la 10e pandémie, c'était seulement lorsque les communautés ont vraiment senti qu'ils ont été vraiment des acteurs, des parties prenantes, qu'ils ont vraiment été impliqués pour travailler ensemble pour contrôler l'épidémie. À vous la parole, Amy. Merci tellement. Donc, oui, j'aimerais donner la parole à Diego. Donc, oui, donc d'après ce que Kelly a dit, c'est qu'il y a dans le rapport, quels sont des changements de coordination de leadership devrait-il y avoir? Quel type de modifications faut-il avoir au sein des organismes tels que l'ONU ou les ONG internationales? Quel type de modifications ou changements faut-il avoir pour mieux répondre aux pandémies en RDC? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Et félicitations au groupe pour avoir publié ce rapport. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et j'aimerais juste donc ajouter quelques détails pour mieux répondre aux épidémies futures. Vous venez de mentionner le leadership dont on a besoin. Donc, moi, je suis arrivé seulement vers la fin de la réponse. Donc, je n'ai pas été aussi impliqué que vous et certaines autres personnes qui ont été impliquées dès le début. Mais j'ai rejoint la réponse en janvier seulement. Et c'était la transition vers la phase d'après Ebola pour se préparer pour les 11e et 12e épidémies. Parce qu'en fait, il y a eu une nouvelle pandémie et une résurgence d'Ebola en RDC. Donc, nous avons pu voir comment des leçons ont été tirées du rapport. Non. Et je voulais juste dire au public que nous avons été encouragés par toute la recherche qui a été effectuée pour contribuer à cette réponse, à la 10e réponse à Ebola. Donc, il y a l'Institut Martin Luther qui a effectué des recherches. Il y a des ONG, des intervenants, par exemple, qui ont eu un exercice sur l'expérience acquise. Et puis, nous attendons donc l'examen de l'OMS. Mais bon, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que, bon, là encore, je n'étais pas là pendant toute la réponse, donc j'aimerais pas porter un jugement sur des situations qui ont précédé ma participation, mais ce que on pourrait dire, c'est que la réponse a été trop lente et était trop coûteuse et avec trop de distorsions. Et j'espère qu'Antoine est d'accord avec moi là-dessus, mais ce sont des choses que j'ai apprises en lisant les autres rapports et en parlant avec les autres participants. Bon, c'était trop long, ça a commencé le 1er août. Bon, c'était sans doute vraiment au mois de mai ou de juin que ça a vraiment commencé. Donc, c'était pendant plus de 2 ans. Bon, c'était trop coûteux. La réponse, je ne connais pas les chiffres finaux, mais 800 millions de dollars, quelque chose comme ça, voire plus, dans un contexte où c'est plus ou moins le montant que la communauté humanitaire reçoit pour répondre à tous les besoins en RDC et trop de distorsions. Donc, votre rapport en parle. Et, par exemple, des escortes armées qui
ont perturbé les différentes structures et des réponses ad hoc des travailleurs de la communauté qui étaient payés à des niveaux qui étaient disproportionnés par rapport à leurs homologues dans les autres domaines, et aussi les problèmes d'exploitation sexuelle et d'abus, pardon, et des accusations aussi de corruption dans la réponse. Donc, bon, finalement, c'était une réussite, mais c'était à un prix très élevé. Donc, vous seriez tenté de dire que, bon, pourquoi est-ce que les choses ont été si lentes et coûteuses avec tellement de distorsions? Donc, j'aimerais juste vous donner un peu de contexte sur la RDC. La RDC, c'est un pays énorme. Et quand je dis énorme, je veux dire que c'est 5 fois plus grande que la France. C'est comme l'Europe de l'Ouest. Et les provinces sont comme des pays. Le Nord Kivu, c'est 3 fois plus grand que le Rwanda. Ituri est aussi grande que l'Irlande. Il y a un taux de pauvreté de 75%. Donc, 3 habitants sur 4 survivent avec moins de $2 par jour. Il y a environ 120 groupes armés dans l'est de la RDC qui ont militarisé tous les moyens, les activités économiques comme moyen de subsistance. Donc, il y a plusieurs groupes armés qui mènent des activités illégales et on ne peut pas compter sur l'armée, malheureusement, pas à 100%, et est également accusé d'avoir commis environ la moitié des violations des droits de l'homme, selon le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Et une grande partie de la population vit dans l'insécurité alimentaire. Donc, nous allons fournir de l'assistance à environ 10 millions de personnes cette année. Donc, toute assistance qui arrive, et j'ai vu ça bon, avec des montants d'assistance beaucoup plus petits, tout montant devient comme une espèce de... Ça vient comme bon, c'est forcément un butin, mais ça vient comme un sujet de discussion, de débat, c'est-à-dire qui va en bénéficier, qui va recevoir cela, et toute la chaîne de fourniture de l'assistance. Donc, il y a de multiples besoins en matière d'assistance. Donc, nous nous concentrons sur Ebola, mais ça, c'est surtout une préoccupation des étrangers. Pardon. Je vais juste boire un petit peu d'eau parce que sinon je tousse. Alors, pour les communautés, ce n'est pas le seul problème, Ebola. Lorsqu'ils voient autant de personnes arriver dans la région, ils s'attendent à ce que ces étrangers soient conscients de l'ensemble de leurs besoins, pas seulement en matière de lutte contre Ebola, mais tous les autres problèmes. Donc, il y a eu donc environ 3000 cas, mais donc, il y a plusieurs millions de personnes dans ces régions. Donc, ce n'est pas une maladie qui a un impact sur la vie quotidienne de la plupart des personnes. Ça n'a pas l'envergure qu'on pourrait imaginer. Les personnes de l'extérieur, pour les personnes de l'extérieur, par exemple, il y a eu plus de personnes qui sont mortes de la rougeole en 2019 que d'Ebola. Donc, il y a un système sanitaire qui est mal équipé pour répondre et environ les 3 quarts des travailleurs de la santé ne sont payés du tout et ils ne sont pas reconnus par l'État. Et les 3 quarts ne sont pas payés du tout et ils doivent survivre en demandant des contributions des patients. Et pourquoi? Parce que le budget de l'État en RDC, le budget de l'État, un État qui a 100 millions de personnes, c'est 4 milliards de dollars.
Et c'est qu'une fraction, par exemple, du budget pour la ville de Paris, juste pour vous donner une comparaison. Donc, il y a tous ces éléments, l'énorme attention portée sur une seule maladie, et c'était un énorme investissement de ressources en peu de temps euh, dans un milieu très complexe. Tout ça a créé des distorsions, et le rapport a des Et donc, depuis que l'épidémie du Ebola a été déclarée, en fait, avant même cette période-là, en fait, le 20 juin, il y a eu 11 épidémies d'Ebola en Équateur. Et dans une province, en effet, qui est complètement à l'ouest, à peu près à 2000 km d'ici, qui a eu lieu entre les mois de juin et novembre. Et maintenant, récemment, comme je l'ai mentionné, il y a eu une crête ou une résurgence de l'Ebola dans Bonkembo, qui est une des zones affectées. Et heureusement, aujourd'hui, ça commence à redescendre au bout de 42 jours, comme je l'ai mentionné. Donc, nous espérons que cette nouvelle épidémie de l'Ebola a été maintenant sous contrôle. Donc, maintenant, ce qui a été fait différemment dans le cadre de ces nouvelles épidémies, la 11e et la 12e. Qu'est-ce qu'on a appris après ces 11e et 12e, ces dernières épidémies? Et beaucoup de ces choses, beaucoup de ces points que je vais mentionner sont des choses qui sont déjà mentionnées dans votre rapport. Premièrement, c'est qu'on se base sur le système sanitaire local et sur les structures locales. Donc, on se base sur les systèmes sanitaires locaux plutôt que d'apporter des solutions de l'extérieur. Et parce que là, on a en effet des intervenants qui sont payés de manière très importante. Donc, on l'a vu un tout petit peu, ce qu'on a vu déjà dans les interventions, c'est que les interventions ont été complètement gérées en dehors de les structures sanitaires locales. En fait, on se fiait et on s'utilisait largement des gens qui venaient de l'extérieur pour ces interventions. Ça a été rectifié dans la 11e et la 12e épidémie, et les principaux intervenants ont été des gens locaux et des structures locales. Deuxième élément, c'est de fournir une coordination entre les partenaires de façon à soutenir cette intervention des systèmes sanitaires en se basant sur les mécanismes existants, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos recommandations, en se fiant sur les structures existantes lorsqu'elles existent. Et dans le camp de Bandaka, il y a on a vu des équipes qui ont été déployées. On avait qu'on assurer la coordination avec l'OMS et il y avait des réunions régulières avec l'OCHA et l'OMS, en effet, de façon à voir en effet si l'assistance était fournie correctement par les forces d'appui internationales. Et cette structure a été, il y a eu une structure jumelle à Kinshasa, en effet, de façon à s'assurer en effet que toutes les interventions sont bien alignées et que les sources de financement, en effet, pour des choses soient apportées aux priorités. Le troisième élément est de se baser dans le cadre des interventions sur l'acceptation par la population et pas sur l'utilisation de forces militaires pour faire accepter les choses de force. Parce que si on utilise l'armée, en effet, ça exacerbe les problèmes de sécurité. Cela étant dit, dans le nord du Béni, l'Arménie, c'est une zone très compliquée. Il y a un groupe armé en particulier, l'ATF, et il y a d'autres groupes armés qui fonctionnent sous le parapluie, un peu sous l'égide de l'IDF, et qui a un modus opératoire qui est très brutal. Et l'acceptation par la communauté n'est pas une option parce qu'en fait, il n'y a pas d'acceptance générale. Mais dans d'autres régions, par exemple à Bandaka, c'est ce que nous faisons et on a minimisé l'utilisation des forces de sécurité dans le cadre des équipes d'intervention. Et même chose à Butembo, où on se base sur l'acceptation de la communauté dans des zones où il y a beaucoup de maïmaï. Donc, ce sont des groupes de sous-défense locaux et donc on se base sur l'acceptation de la population. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident de sécurité majeur alors que nous continuons ce travail. Quatrième élément, qui est le contrôle des mesures d'incitation économique. Donc, il faut qu'il y ait des éléments d'incitation, des mesures d'incitation, car comme je l'ai dit, en fait, même les employés des structures sanitaires ne sont pas payés. Donc, il faut les intéresser d'une manière ou d'une autre de façon à assurer qu'il y aura une véritable intervention. Donc, ce n'est pas des gens qui reçoivent des salaires régulièrement. Non. Et qui ont une sens de la fierté et qu'il faut qu'ils en fassent davantage. C'est des gens qui ont besoin de vivre et de trouver des moyens de subsistance lorsqu'ils ne sont pas payés. Comme ils ne sont pas payés de toute façon, en effet, ils ont souvent un deuxième ou un troisième emploi. Il faut les motiver
Et donc, il faut leur donner quelque chose de supplémentaire, ce qu'on appelle des primes, les primes pour les prestataires des services de santé. Donc, ces primes doivent être accordées sur l'économie locale et alignées sur l'économie locale. Donc, pour la région de Bandaka, par exemple, à Bukembo et dans d'autres endroits, nous avons émis un barème accordé sur le ministère, en effet, pour voir, en effet, et il y a des mesures d'incitation, en effet, et là, tout le monde est payé de la même manière dans le secteur sanitaire, tous qui travaillent et qui, dans le cadre des structures, des centres de traitement d'Ebola et les autres structures qui visent à contrôler la maladie. Le barème ne pas être trop bas non plus, parce qu'on voit aujourd'hui, en fait, j'ai reçu aujourd'hui une réclamation d'employés de la santé à Butembo qui ont dit que le barème était trop bas et qu'ils s'attendaient à ce que ce barème atteigne le niveau de la 10e épidémie. Pour vous dire, en effet, on parle de $100 pour une infirmière, $40 par mois pour un co-animateur ou donc pour différents personnels. Donc, et pour d'autres, c'est un peu plus. Le cinquième point, c'est qu'il est très important de s'assurer qu'il y a une réponse multisectorielle ou plurisectorielle pour nous et pour les gens qui finançons la réponse. En effet, c'est les priorités des communautés à Bandaka en particulier, où il y a eu très peu, en effet, d'assistance humanitaire. On a vu, en effet, il me reste une minute, on a vu à Bandaka que des taux très élevés et on fabriquait des centres de traitement d'Ebola qui coûtaient très cher et ce sont et au total, quand ça a été terminé, ces centres d'Ebola, il y a eu un effort et il y a une discussion avec les bailleurs de fonds pour réacheminer ces ressources de façon à ce qu'on puisse convertir ces fonds, ces centres de traitement d'Ebola qui n'avaient jamais été utilisés avec des centres qui prennent en charge des programmes plus à long terme. Et enfin, le dernier point, parce que évidemment, c'est très visible malheureusement, c'est qu'on a besoin d'inclure la lutte contre et la protection contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels. Malheureusement, on reconnaît qu'il y a des difficultés dans ce domaine parce que dans le domaine PEAS, toutes les investigations qu'on a menées ont montré qu'une large portion des cas de PEAS ont été commis par en fait des employés du ministère de la Santé qui sont à l'extérieur de nos initiatives. Il y a une alliance maintenant on essaie maintenant d'avoir une discussion en effet pour qu'ils adhèrent à des normes en matière de PEAS pour tous les travailleurs humanitaires. Et donc, ce n'est pas voilà, les normes sont différentes et les mécanismes de soumission de réclamation sont différents. Dans le cas de Bandaka et Butembo, on a déployé des équipes pour la protection contre ce type d'abus, qui ont établi des mécanismes pour signaler des cas et des violations dans ce domaine. Donc voilà, les 6 points que je voulais mentionner, les choses qu'on a fait donc différemment la 11e et la 12e épidémie. Je suis désolé de vous interrompre, mais je ne veux pas vous interrompre, mais j'ai compris. Non, j'ai terminé de toute façon. On va avancer maintenant. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais, en fait, j'ai l'impression, en effet, qu'il y a une autre chose faudrait mentionner, en fait, c'est la résurgence de l'Ebola dans le Nord Kivu. Ça, c'est également quelque chose qui a été arrêté assez rapidement. Donc, ça montre en effet qu'on peut avoir ces structures de santé, qu'on peut les mettre en place et je sais que quand on a grande épidémie, la 10e épidémie, je crois que ça a commencé en avril, j'ai commencé à parler des gens qui avaient été infectés des mois avant, donc il y avait également la question du calendrier, de l'intervention, etc. Donc c'est formidable que ça ait pu être arrêté rapidement et que quelqu'un ait pu signaler cela rapidement et on a pu un peu presque tuer ça dans l'œuf. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Antoine, à M. Siza. Et M. Siza, peut-être que vous pourriez nous parler un tout petit peu de quelles sont les réponses les réponses de l'ATMI ont mis en exergue. Comment est-ce que la population a participé et particulièrement, est-ce que vous pourriez nous dire avec la traduction, la présentation faite par Diego, en effet, il y a des gens qui n'ont jamais été intéressés et jamais encouragés à participer, donc il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des autorités gouvernementales à Kinshasa, vis-à-vis des gens de l'extérieur, les employés de l'ONU qui les ont abandonnés, ne sont pas bien occupés d'eux dans le passé. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec la population lorsqu'il y a tous ces antécédents négatifs? Et pour lancer un petit peu la conversation à vous, de manière plus générale, je crois que vous allez parler de la participation de la population à tous ces efforts. Donc, vous avez la parole, M. Siza.
Merci Diego pour la présentation. Merci Ami. À mon niveau, je vais essayer de parler des aspects liés à l'engagement communautaire dans la réponse Ebola en RDC. Premièrement, je vais mentionner que l'engagement communautaire a été évolutif selon les différentes phases de la réponse, notamment en commençant du DCP 1 jusqu'au DCP 4.1. On a fait face pendant la réponse à la 10e épidémie à de multiples résistances qui ont conduit notamment à incendier certains CTE, des centres de traitement d'Ebola ou même des véhicules des équipes de la riposte qui ont été incendiés. Cela a été dû notamment principalement parce qu'il y avait certains staffs qui ont été embauchés ne connaissant pas ni les langues locales, ni les us et coutumes au niveau local. Également, l'autre manifestation de ces résistances, on a fait aussi face à un assassinat que nous regrettons toujours du docteur camerounais Richard Mouzoko de l'OMS qui a été assassiné en 2019 au niveau de Butembo au Nord Kivu. Mais aussi également, il y a eu des rumeurs qui ont mentionné le fait que les populations, les membres des communautés pensaient que l'épidémie d'Ebola a été fabriquée dans le but de les priver de leur droit de participer aux élections qui étaient prévues en décembre 2018, ce qui a conduit à des récupérations politiciennes, mais aussi économiques de l'épidémie, de la 10e épidémie d'Ebola en RDC. Aussi, les communautés ont déploré la présence d'équipes d'intervention composées en grande partie de personnel étranger au détriment des staffs locaux qui connaissent très bien les contextes, du milieu. À part cela, vous allez constater avec moi du point de vue engagement communautaire que heureusement les choses se sont améliorées vers la fin de la réponse avec l'implication des relais communautaires de certaines organisations nationales ainsi que des confessions religieuses, des leaders locaux et autres acteurs sociaux au niveau de la communauté. Aussi, on doit mentionner le fait qu'il y avait eu une mise en place d'une commission chargée de la communication des risques et de l'engagement communautaire, mais aussi avec tout le travail du groupe de travail sur le feedback communautaire qui travaille en collaboration avec la cellule d'action et de recherche en sciences sociales. Il y a eu une très bonne amélioration de l'engagement communautaire, de la communication des risques. On a également constaté durant la réponse à la 10e épidémie un souci lié à l'implication des acteurs locaux. Comme vous l'avez constaté peut-être pour certains, ceux qui ne le connaissent pas, la réponse à la 10e épidémie d'Ebola a été hyper caractérisée par soit la quasi ou la non-implication des acteurs locaux. Ici, là des ONG nationales, locales, des leaders de la société civile, des leaders religieux, sauf qu'à la fin, même les petites organisations qui ont été impliquées faisaient face à des soucis financiers et logistiques suffisants, ne leur permettaient pas de mettre en pratique leur politique du point de vue de la riposte. Au cours des différents entretiens qui ont été menés au niveau de la RD Congo, notamment dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri, la majeure partie ou même la majorité écrasante de toutes les personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir été impliquées même dans la prise de grandes décisions par rapport à la réponse malgré leur connaissance solide du contexte et des zones d'intervention d'Ebola. La réponse à la 10e épidémie d'Ebola en RDC, c'est aussi caractérisé par ce phénomène longtemps décrié appelé Ebola business. Un phénomène d'Ebola business était le fait que était perçu par les communautés touchées par la crise Ebola comme si Ebola était conçu en RDC, principalement la 10e épidémie, comme un moyen pour mobiliser les ressources pour la réponse, ressources qui par
ont plutôt profité excessivement aux élites au lieu de profiter aux malades d'Ebola, aux survivants ou même à leur communauté. Et comme on a cessé de le mentionner, au lieu d'utiliser les médecins, les experts de santé et les structures de santé locaux, vous allez constater que le leadership de la réponse a fait appel à des experts de santé venant soit de Kinshasa ou d'autres pays de l'Afrique, c'est que les communautés n'ont pas très bien digéré. On note également des allégations de corruption ou même de fraude qui ont caractérisé la réponse à la 10e épidémie d'Ebola. Corruption parce que dans l'allocation des véhicules ou même dans le paiement des hôtels, des chambres d'hôtel qui devaient être logés par les staffs des équipes de riposte, il y avait eu des coûts ou des tarifs exorbitants et qui demeuraient toujours au profit des élites. On mentionne que contrairement au système de santé traditionnel, il y a eu de paiements qui ont été faits au profit des relais communautaires, souvent choisis parce qu'ils étaient proches ou même parents de certaines personnes qui travaillent dans la réponse Ebola à la 10e épidémie de la MVA en RDC. Cela posait aussi un problème, mettant à nu ou même en danger le caractère volontariste de toutes les équipes de relais communautaires au niveau de différentes provinces du pays, car elles travaillaient avant gratuitement. Toujours par rapport à ce phénomène d'Ebola business, je vais répéter un extrait de Diego. Diego, il a relayé même plusieurs personnes que nous avons interrogées en mentionnant que l'emploi des femmes dans la réponse Ebola reposait en grande partie sur des faveurs sexuelles et constituait à peu près une procédure standard pour les embaucher ou même pour déterminer leur salaire. Aussi, je vais essayer de parler par rapport aux leçons apprises et qui ont été capitalisées dans la réponse à la 10e épidémie d'Ebola au niveau de la République démocratique du Congo. Je tiens d'entrée de jeu à mentionner que la réponse à la 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a permis la mise en œuvre d'un programme de consolidation et de stabilisation post-Ebola dans les provinces du Nord Kivu, provinces du Sud Kivu et de l'Ituri dans un contexte de la COVID-19. Ces plans avaient comme objectif, comme certains de participants, peut-être ils ont déjà eu accès à ça, il y avait pour objectif de consolider les acquis de la réponse à Ebola, de maintenir la vigilance accrue et de contribuer au renforcement du système de santé au niveau de la République démocratique du Congo. À titre exemplatif, je tiens par exemple à soulever le fait que au niveau des comportements individuels, par exemple, parmi les leçons qui ont été capitalisées, on peut citer la pratique de lavage des mains, la pratique de lavage des mains qui a été renforcée au cours de la réponse à la 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Et les populations continuent à maintenir cette pratique, même pendant la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, mais aussi, surtout particulièrement pendant cette période où nous faisons face à la pandémie de la COVID-19. Parmi les leçons apprises et capitalisées pendant la réponse à la 10e épidémie, je mentionne aussi la surveillance à base communautaire et l'utilisation des numéros verts qui ont été également mis à l'actif des équipes de réponse au niveau du pays. Aussi, l'autre leçon capitalisée, c'est notamment la communication des risques et l'engagement communautaire. Il y a eu également la mise en place d'un système très bien structuré de collecte, de traitement, de feedback et de perception des membres de la communauté, avec une possibilité d'aller du quantitatif au qualitatif par rapport à ces feedbacks et parvenir même à une triangulation des données avec les résultats de l'équipe de recherche
en sciences sociales. Et donc, c'est un peu ça, je pense qu'il y a eu vraiment une leçon et a permis une meilleure réponse à la 11e épidémie d'Ebola. Et aussi, ça continue toujours à aider dans la réponse à la COVID-19 au niveau de la République démocratique du Congo. Je pense, au regard des contraintes liées au temps, je remets la parole à Ami afin qu'on puisse poursuivre. Merci. Thank you so much for that. Thank you very much. You know, Merci tellement. Oui, donc une question de suivi rapide parce que l'engagement communautaire, c'est un mot qui paraît simple, mais en réalité, c'est dur. On l'a remarqué aux États-Unis, par exemple, avec la COVID-19, par exemple, faire comprendre au public qu'il faut porter le masque. Donc, une conversation qui va dans les deux sens, c'est idéal pour la participation communautaire. Et bon, j'ai vu ça, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cela passe à l'échelle, à une très grande échelle? Parce que c'est clair qu'il faut avoir une communication. Mais est-ce qu'il y a de la colère concernant la rémunération lorsque les membres de la communauté sont très mal rémunérés, peu rémunérés, et il y a des intervenants internationaux qui sont logés dans de beaux hôtels qui arrivent par hélicoptère et on sait que c'est très cher. Et je me demande si cette différence de rémunération ajoute à cette idée de l'Ebola business. En fait, merci beaucoup pour cette question. Je tiens à mentionner que le fait de ne pas respecter, par exemple, par rapport aux rémunérations, il y a des tensions salariales qui devaient être observées entre les staffs internationaux ou régionaux qui étaient venus en termes de transfert de compétences au personnel national au niveau de la République démocratique du Congo. On devait observer une certaine tension salariale. Le fait qu'il y a eu ces écarts aussi profonds et qui ont été décriés fait croire à tout le monde qu'il y a eu des frustrations de la part des experts ou des prestataires de santé nationaux. Et même au niveau communautaire, les membres de la communauté également ont été frustrés parce qu'en voyant le traitement de leurs filles, de leurs parents, de leurs fils, vis-à-vis du traitement d'un expert venant soit d'un pays africain ou d'autres régions de la République démocratique du Congo, cela aussi est venu consolider cette perception de la communauté qui pensait au phénomène Ebola business. Vous verrez même l'autre aspect qu'il a consolidé, c'est le fait lorsqu'un cas d'Ebola a été signalé dans une région au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit à Beni, à Mangina, à Oicha, à Mambasa ou Mwenga au sud Kivu, vous devriez constater pour un seul cas d'Ebola, il fallait mobiliser plus de 20 jeeps, 20 véhicules venaient dans un village et cela créait encore une frustration. Les gens pensaient qu'on ne venait pas pour une réponse de santé publique, une réponse à une épidémie, mais c'était une démonstration de force entre les différents acteurs qui intervenaient dans la réponse à la 10e épidémie d'Ebola. Donc, cela a amené à ce que tout le monde pense qu'Ebola était un phénomène de business, de commerce, comme le disent les membres de nos communautés dans les différentes zones où nous sommes passés, que de croire à une réponse de santé publique au regard du manque de son caractère holistique vis-à-vis des besoins des communautés. Thanks so much. Merci tellement. C'est logique. Oui, donc je vais prendre une question du public. Alors, Victor pose la question. Je pense que je peux poser cette question à Nick Crawford. Victor demande, bon, il aimerait entendre plus sur les meilleures pratiques en gestion de risque. Donc, on sait que c'était une zone où il y a un manque de sécurité, il y a eu des agressions contre les intervenants.
locaux et internationaux. Alors, quelles sont les meilleures pratiques de gestion des risques? Bon, on sait qu'il y a eu aussi des problèmes avec bon, la présence de soldats qui crée d'autres problèmes. Oui, merci Amy et bienvenue à toutes et à tous. Alors, j'aimerais encourager tout le monde à télécharger le rapport et à le lire parce que nous aimerions avoir vos réactions. Oui, c'était une question difficile, l'accès sûr dans une zone de conflit. Et ce que je dirais, et ce que nous avons vu pendant notre étude de cas, c'est qu'il faut travailler avec des acteurs sur le terrain qui comprennent le contexte, qui ont travaillé dans le contexte sécuritaire de la région. Et Diego a mentionné cela aussi. Une chose que nous avons constatée, que nous avons entendue, c'est que utiliser des escortes armées en RDC, c'est vraiment une réponse de dernier recours pour la communauté humanitaire. Et lorsqu'on en sert, bon, ça veut dire qu'il y a des policiers et il y a des paiements fixes pour eux. Dans ce cas-ci, ce n'était pas seulement des policiers, mais aussi les forces armées, les militaires. Et les paiements ont été beaucoup plus élevés. Et les autres membres de l'équipe du pays, de l'ONU, lorsqu'ils ont compris les montants qui ont été versés aux militaires ou aux policiers, ça les a choqués. Alors, comme Diego l'a dit, la sécurisation peut provoquer davantage de problèmes. Donc, il y a toujours un équilibre qu'il faut trouver dans une situation de conflit parce qu'il s'agit d'engager des forces de sécurité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'escorte, mais il faut engager des éléments sur le terrain. On avait une mission sur le terrain déjà en RDC qui savait très bien gérer les risques en liaison avec l'équipe du pays de l'ONU qui est dans le pays depuis 25 ans. Donc, il faut donc faire appel à l'expertise qui existe déjà sur le terrain lorsque vous développez une stratégie d'atténuation du risque. Merci. Merci. Il y a une autre question intéressante ici et j'espère que je l'ai bien comprise. Et vous allez me corriger si je me trompe. Je vais poser cette question à Diego. La question, c'est que si vous impliquez davantage d'acteurs locaux, si vous avez l'implication de davantage d'acteurs locaux dans la réponse, est-ce que cela crée davantage de confiance et par conséquent, est-ce que cela permet d'arrêter plus rapidement la transmission de la maladie ou si vous travaillez avec des participants des forces extérieures ou plus militarisées, est-ce que cela peut ralentir le temps de réponse des différents acteurs, parce qu'il s'agit de se conformer à des mesures très restrictives, par exemple le traitement des vêtements ou des éléments personnels. Dites-moi si j'ai mal résumé votre question. Oui, donc oui, certainement. Il faut vraiment essayer d'utiliser des acteurs locaux. C'est très important. C'est ce que Antoine a dit. Et faire intervenir des acteurs extérieurs, cela perturbe le système économique et cela peut provoquer des problèmes. Mais il y a aussi des problèmes de capacité. Donc, il faut améliorer les capacités des intervenants locaux dans le domaine sanitaire pour avoir des réponses appropriées et rapides et pour effectuer la surveillance. Donc, il y a une tension entre, d'un côté, l'autonomisation des acteurs locaux, c'est ce qui est nécessaire, mais il faut aussi y avoir assez de capacités suffisantes, parce que sans capacité suffisante, si vous n'avez même pas de moyens de transport, par exemple des motos, des motos bécanes ou des cartes SIM pour pouvoir communiquer. Donc, ce sont des facteurs de capacité. Et c'est
ça peut représenter un grand obstacle à la réponse et faire intervenir des acteurs de l'extérieur, c'est généralement une mauvaise idée. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, une question que j'ai, et peut-être quelqu'un pourra lever la main s'il croit qu'il est la meilleure personne pour y répondre. Alors, quand j'ai parlé avec l'OMS ou d'autres, on est peut-être d'accord sur le fait qu'il c'est mieux de soutenir davantage la couverture sanitaire universelle, parce que cela crée de la méfiance lorsque on arrive sur place seulement pour s'occuper d'Ebola et on ne fait rien pour lutter contre le paludisme ou la mortalité pour d'autres causes. Donc, la crise est-elle un déclencheur pour des soins sanitaires qui bénéficient en général à la communauté? Diego, oui. Oui, juste pour dire que dans la 10e réponse à Ebola, ma réponse tentative, c'est qu'il y a eu un projet pour avoir un grand programme d'après Ebola pour assurer qu'il y aurait un renforcement du système sanitaire, mais aussi pour aider les survivants, parce qu'on a constaté que les survivants peuvent transmettre la maladie pendant plusieurs mois après avoir été déclarés guéris. Donc, il faut que l'on renforce la surveillance dans ces domaines. Donc, nous avons eu un grand programme de gestion de l'après-épidémie qui a été mis à l'écart. Mais il faut savoir renforcer les systèmes sanitaires dans les domaines touchés par Ebola. Il y a eu 4 millions de dollars qui ont été réservés pour une réponse sanitaire. Et c'est peut-être ce qui nous a permis d'éviter une nouvelle éclosion. Mais donc, il faut qu'il y ait un suivi qui est fourni par la suite pendant des mois et des années. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question du public. Et ce serait bien si Antoine ou Nick veut y répondre. Alors, l'engagement communautaire, on en a beaucoup parlé dans la réponse dans l'Afrique de l'Ouest contre Ebola. Et maintenant, on voit ça en RDC. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises de haut en bas, enfin du haut vers le bas. Et il n'y a pas assez de communication avec les communautés qui ont beaucoup de pouvoir pour contrôler la propagation. Alors, pourquoi est-ce qu'on ignore souvent l'engagement de la communauté dans les réponses aux crises sanitaires et dans les pays riches et dans les pays pauvres? Pourquoi est-ce que c'est souvent mis à l'écart? Antoine, Unique, vous pouvez y répondre? Bon, je vais juste permettre à Antoine de répondre parce que, bon, je ne suis pas expert en la matière et on peut parler des structures de coordination et de leadership, mais bon, on a étudié les leçons tirées de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que la participation de la communauté est souvent ignorée ou pourquoi est-ce que c'est difficile à réussir? Et là, donc, pour parler de ce qu'on a entendu des gens sur le terrain, il y avait donc ce besoin d'écouter les vraies priorités et déterminer les vrais besoins des communautés sur place. Donc, il y a les gens de l'extérieur qui ont leur propre perception de ce qui est vraiment
un objectif absolu, c'est-à-dire éliminer la maladie. Et dans certains cas, cela fait qu'on ignore les autres préoccupations des gens sur le terrain. Et je pense que toute communauté qui fait face à l'imposition d'un modèle qu'ils ne comprennent pas et qui ne répond pas vraiment à leurs besoins urgents dans leur vie quotidienne, c'est un problème. Donc avec cette réponse, il y a eu un retrait graduel de l'imposition de ce modèle et un effort donc de comprendre quels sont les vrais enjeux. Bon, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, Antoine, si vous attendiez pour prendre la parole, dites-le moi, sinon je peux passer à une autre question. Bon, alors je vais continuer. Donc, juste pour terminer, alors, que diriez-vous? Bon, on a parlé beaucoup de la communication. Y a-t-il autre chose, Nick ou Diego ou Antoine, y a-t-il autre chose dont on n'a pas encore parlé qui serait une adaptation très importante? Après avoir lu ce rapport, je n'arrive pas, par exemple, à croire qu'on ne sait pas si c'était 800 millions ou 1,2 milliard de dollars qui ont été dépensés. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de comptabilité? On ne sait pas où va l'argent. Je pense qu'il s'agirait d'engager des experts financiers pour s'en occuper. Nick, est-ce que vous voudriez dire quelque chose, votre dernière prise de parole? Donc, oui, je pense que un grand défi, c'est l'utilisation de ressources. Et lorsqu'on jette autant de millions de dollars à une situation, cela peut vraiment créer des problèmes. Donc, il faut être transparent en ce qui concerne cet argent. D'où ça vient? Qui décide de l'attribution de ces fonds et où est-ce que c'est vraiment envoyé? Donc, il faut essayer donc de fournir des informations sur le coût des réponses. Mais une question qu'on n'a pas encore vraiment abordée, c'était les investissements à long terme dans les structures de santé publique dans les pays. Donc, juste pour vous donner un exemple, le gouvernement américain a dépensé environ 600 millions de dollars sur la réponse à Ebola pendant une période de 22 mois. Sur 20 ans, les États-Unis ont dépensé 1,6 milliard de dollars sur l'investissement les investissements dans le secteur sanitaire en RDC. Donc, pour cette seule réponse, ils ont dépensé 40% de leur investissement dans l'infrastructure sanitaire en l'espace de 22 mois seulement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va influer sur la capacité des communautés locales et des structures locales pour répondre aux éclosions, aux pandémies futures et des crises sanitaires futures. Je m'arrête là. Bien vu. Je pourrais peut-être dire quelque chose rapidement et puis on laissera le dernier mot à Antoine. Donc, juste pour ajouter à ce que Nick vient de dire, oui, donc cet investissement de 600 millions sur des années, c'était généreux en quelque sorte, mais ce n'était pas durable parce que il y a tous ces centres qui ont été construits, cet argent a été dépensé, mais cela n'a pas été dépensé pour renforcer le système sanitaire. Alors, les centres de traitement d'Ebola ont été construits avec des espèces c'est comme des draps en plastique, quoi. C'était pas durable. Donc il a fallu faire construire des structures plus permanentes. Et c'était vraiment ça mon propos. Donc, je sens que
la priorité pour stopper la maladie et garantir la surveillance, même avec un taux de mortalité de 5% lors de cette deuxième résurgence. Donc, et ça veut dire que plusieurs considérations ne sont pas prises en compte. Et ça veut dire que stopper cela et être très rapide, on peut justifier les moyens et un peu mettre de côté les principes, mais en fin de compte, ce qui en résulte, c'est que si on ne respecte pas les principes, probablement on peut contribuer au prolongement du problème. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre la rapidité et d'un côté et prendre soin pour ne pas créer des distorsions. Thanks a lot. I think Merci beaucoup. Je crois qu'on a perdu Antoine, mais de toute façon, nous arrivons au terme de notre webinaire. En tant que commentaire de conclusion, je dirais simplement que se baser sur une question qui a été posée, ça vient de Caroline de Médecins sans frontières, et ça ne nous surprend pas parce qu'en fait la question c'est comment est-ce qu'on peut faire plus que de simplement tirer des enseignements, s'appuyer sur l'expérience acquise. Il y a eu déjà beaucoup de choses comme ça, de discussions comme ça après les épidémies en Afrique de l'Ouest. Oui, je dirais en effet comment on peut s'assurer qu'on fera quelque chose que ça soit plus qu'une session de webinaire qui est fait, et ça a été une réunion formidable. Il y a eu d'excellentes questions, d'excellentes présentations. Peut-être qu'on pourra mettre certaines choses sur Twitter, mais en bref, je remercie tout le monde d'avoir participé, les membres du panel, tout le monde qui a participé. Et encore une fois, un grand merci. Et simplement pour un petit rappel, je veux également vous rappeler à tous et à toutes que le lien pour consulter ce rapport va être affiché dans le chat et c'est également en ligne sur Twitter. Et il y aura un enregistrement de ce webinaire qui sera mis à disposition sur notre site Internet pendant quelques jours. Je vous remercie beaucoup.